Écoutez, merci à vous d'être là. Ouais. Alors j'ai de la chance, vu que j'ai un amphi climatisé, je pense que ça aide un petit peu à avoir du monde. Si vous restez, mais ça m'aide aussi, hein. Donc merci à vous d'être là, merci à Sonitech de m'avoir accepté. Si vous restez jusqu'au bout, il me reste des stickers. C'est mes petits camarades, hier on en a déjà pris pas mal, mais il y en a quelques-uns qui sont nouveaux que vous ne devez pas avoir. Je vais rester debout les premières minutes et puis après je vais m'asseoir, j'ai le dos bloqué, je fais du patinage artistique, j'ai fait une vrille et j'arrive plus à tenir debout longtemps. Donc je m'appelle Philippe Charrière, je suis TAM chez GitLab. Alors TAM c'est Technical Account Manager, normalement c'est quelqu'un qui fait le concierge pour les clients et qui essaye de leur trouver des solutions. Si vous voulez m'écrire, c'est l'adresse email qui s'affiche derrière moi, je vérifie que ça s'affiche, oui. Si vous êtes pressé, utilisez mon Twitter, donc c'est ce qui est le plus à droite du slide. Alors c'est pas imprononçable, hein, c'est écrit bizarre, mais vous prononcez Kigorg et ça marche. Rapidement, alors qui ne connaît pas GitLab? Qui l'utilise? Toi tu connais pas GitLab, d'accord. Alors je vais faire une petite définition. Hein? Non, je ne peux pas vous prendre en photo quand je dis qui utilise GitLab, par exemple. Qui l'utilise au boulot? C'est bien. Alors toi, tu m'as dit que tu ne connaissais pas GitLab. Tu connais GitHub? Bon, c'est l'objectif à peu près le même sur la partie gestion de code source, issue et wiki. Et maintenant, en fait, GitLab a rajouté des fonctionnalités en plus que de la gestion de code source qui sont liées à la partie CI, CD, packaging, sécurité. Et en fait, selon les versions de GitLab, il y a différentes versions. Selon les éditions, tu as plus ou moins de features. Mais la base, à l'origine, c'est un gestionnaire de code source comme GitHub, Bitbucket, Subversion, pour ceux qui n'ont pas de bol et qui l'utilisent encore. Je sais, mais ça, moi aussi, longtemps. Mais voilà, pour faire un résumé rapide. Alors moi, il se trouve que je ne fais pas que du code. Je peux plus, enfin, j'ai moins de temps. Ouais, si, j'en fais encore. Arrête de rire. Alors du coup, je fais des choses moins techniques et j'ai des clients à gérer, des projets à gérer. Et un truc qui me saoule énormément, c'est d'être obligé toujours de changer d'outil pour faire ce que j'ai à faire. Et je suis très dogfooding, en fait, d'utiliser ce qu'on utilise en entreprise. Et je me suis demandé si je pouvais en fait gérer une entreprise avec GitLab. Alors c'est une idée que j'avais eue avant, notamment sur du pilotage de projet. J'ai bossé chez GitHub aussi, et donc ça fait quelques années que ça me trotte dans la tête. Et puis un jour, je me suis dit, je vais essayer d'écrire quelque chose là-dessus. Alors c'est la première fois que je fais cette presse. On va parler de quoi? On va rapidement pas définir une entreprise, mais dire à la limite à quoi peut servir une entreprise ou comment elle fonctionne. Et puis après, on va voir si pour certains process d'entreprise, on peut utiliser GitLab ou pas. Enfin, on peut l'utiliser, hein, normalement, c'est l'objectif de ma presse. Donc on parlera d'avant-vente, c'est quelque chose que je faisais énormément, de gestion des risques. Je suis un vieux chef de projet il y a très très longtemps, et en CMMI, on faisait beaucoup de gestion des risques, de génération de documents, et d'onboarding et de training. Alors, une entreprise, ça sert à quoi? Alors, quand je dis entreprise, c'est entreprise commerciale. Déjà, générer du profit. Avec ce profit, ça permet de payer les employés. Ça permet d'avoir des employés aussi qui vont pouvoir permettre de générer ce profit. Il faut avoir des clients. Il faut que les employés puissent produire. Et pour produire, donc je le dis, je boucle souvent, hein, mais pour produire, il faut les payer. Puis la boîte, il faut qu'elle survive. Et tout ça, pour que ça fonctionne correctement, il faut le cadrer. Donc il faut des processus. Alors je pense que mon ancien responsable qualité, s'il m'entendait parler processus, il rigolerait parce que j'étais un peu bordélique. Mais bon, j'ai vieilli, donc les processus, ça me parle plus. Et dans toute discipline d'entreprise, quelle qu'elle soit, il faut un processus qui soit écrit aussi et suivi. Et c'est bon pour les commerciaux, les RH, la finance, la qualité, qu'est-ce que j'avais mis, le projet,
Alors moi, je suis issu plutôt de la société de services, donc je connais un peu que les processus liés aux sociétés de services et de développement de projets au forfait. Donc ça peut modeler un petit peu ma façon de penser. Un process ou un processus, faut voir ça comme une recette réutilisable. Donc on l'écrit quelque part, et toute personne qui arrive dans l'entreprise qui a besoin de ce processus, elle sait comment il fonctionne, et elle peut l'adapter. Et un processus, ça a aussi notre qualité ou propriété, c'est qu'on peut l'améliorer, et donc à nouveau le réécrire, enfin le mettre à jour, et dire comment il fonctionne. Et avec ça, vous avez toutes les recettes pour faire fonctionner votre boîte, dans l'hypothèse où les processus sont bons, bien sûr. Un exemple, celui qui me tient le plus à cœur, parce que ça a été longtemps mon job, une entreprise, pour faire du profit, il faut qu'elle vende, mais il faut qu'elle vende correctement. Donc ça veut dire que quand un client fait un appel d'offres, il faut comprendre correctement son besoin. Il va falloir prendre des engagements aussi dans la réponse à cet appel d'offres. Il va falloir prendre des engagements raisonnables. Je ne sais pas, qui a bossé ou bosse en SS2I? D'accord, vous avez tous subi. Est-ce que vous avez tous subi cette chose où le commercial revient en disant il a vendu tout seul un projet, il faut 100 jours, mais il a vendu 10 jours et il s'est engagé sur tout. Et après, c'est les équipes de prod qui souffrent. C'est pour ça que normalement, dans une boîte qui fonctionne correctement, il y a un processus d'avant-vente et des gens qui font de l'avant-vente pour essayer de cadrer les engagements, même voir avec le client, lui dire ça, c'est complètement débile. On ne peut pas dire c'est débile un client. C'est pas raisonnable. Vos ambitions sont trop grandes. Il faudrait peut-être les diminuer. Et puis après, on écrit tout ça pour que l'équipe de prod soit capable de tenir le plus possible ses engagements. Charge ensuite au pilotage, avec d'autres processus, d'aller négocier avec le client pour dire ouais, on va un petit peu dépasser, il faudrait une rallonge. Ces processus-là, ça permet aussi d'éviter les découvertes de dernière minute. Voilà, parce que le gars, dans son cas des charges, il a mis 3 petits points, et puis le commercial ou le chef de projet qui a répondu, on dit OK, on prend tout en compte. Et dans 3 petits points, vous faites rentrer tout ce que vous voulez. Donc dans un processus d'avant-vente, par exemple, vous avez une étape qui est de chercher les 3 petits points et de réécrire l'exigence. Alors moi, je vais vous présenter un processus d'avant-vente. Après, selon les entreprises, ils peuvent être tous différents. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez générique. Pardon. Vous recevez un appel d'offres et il va falloir le qualifier. Le qualifier, c'est par exemple, le commercial vous dit mon client a un budget de temps pour faire ce projet-là. Et c'est une super qualification, déjà ça montre si le client a vraiment les moyens de ses ambitions. Bon, après il y a plein d'autres questions à poser et vous faites un premier go-no-go. Donc si vous faites un no-go, c'est vous ne répondez pas, vous dites au client désolé, ça ne nous intéresse pas, ou on ne sait pas faire, ou vous faites un go. Si vous faites un go, il faut créer une équipe de réponse. Donc les gens qui vont répondre, commercial, chef de projet, des architectes, tout dépend le type de projet. Et vous allez analyser le projet, c'est-à-dire vous prenez le cahier des charges, vous extrayez toutes les exigences, et puis à chaque exigence, vous dites bah, ça on répond un petit peu, on répond pas du tout. Et vous expliquez au client comment vous répondez ou comment vous ne répondez pas. Comme ça, le client il sait exactement ce que vous allez faire et ne pas faire. Et ça sauvera la vie de vos équipes en plus. Pendant ce temps, vous faites aussi la rédaction, parce que ça vous aide à faire la rédaction, pardon. C'est itératif, donc il va y avoir des revues aussi. Et vous pouvez dire en plein milieu d'une réponse, bah, finalement, on ne va pas le faire. On a analysé, on a sorti les exigences, et le gars, il veut un truc qui n'est juste pas possible, ou on n'a pas les ressources pour, ou plein d'autres raisons. Et puis, vous allez faire une première réponse. Vous allez avoir souvent un premier tour où le client va vous dire « Ouais, on vous retient, vous êtes trop en lice, il va falloir faire des soutenances. » Et donc là, vous allez créer des slides, donc c'est réécrire finalement votre propale. Et puis vous allez attendre la réponse. Et si vous gagnez, c'est super, on est content, on fait la fête, on boit des canons. Et si vous perdez, bon, bah, tant pis, et tout le monde se fait engueuler parce que, soi-disant, on a mal répondu. Mais c'est un classique. Ce qu'il faut faire à chaque fois, que vous gagnez ou vous perdiez, c'est faire un retour d'expérience et inscrire quelque part, tiens, on a été bon là-dessus, et là, on a été mauvais là-dessus, ou on ne répondra plus jamais avec ce client parce qu'il nous a fait tourner en rond, on était juste des lièvres. Et il faut tout tracer, c'est super important. Et donc ces process sont importants, et si en plus ils sont outillés, c'est-à-dire automatisés par exemple, enfin, où vous avez un outil pour vous aider, et ben c'est mieux. Et alors, est-ce qu'on peut faire ça avec GitLab?
Moi, je pense que oui, parce que je l'ai fait et j'ai utilisé. J'ai pris l'exemple du process d'avant-vente parce que c'est aussi un projet. Donc en même temps, ça peut montrer qu'on peut gérer des projets avec un outil de gestion de code source finalement. Enfin, avec les features qu'il y a autour. Pour gérer un projet avant-vente avec du GitLab, j'ai utilisé différentes features. Les groupes, les sous-groupes, les labels de groupe, les scope labels. Si j'oublie d'en parler, vous me le dites. Enfin, normalement, je ne dois pas oublier, c'est dans mes démos. Les boards de groupe et de projet, les milestones, les issues, parce qu'en fait, tout tourne autour des issues dans un projet, et les projets eux-mêmes. Dans ce que je viens de vous lister, il y a des features qui appartiennent aux éditions Enterprise de GitLab. Par contre, si vous allez sur gitlab.com avec un compte free, vous avez certaines features de la version Gold. Et normalement, je ne sais pas vérifier à 100%, mais normalement, tout ce que je vous présente, vous devez pouvoir le mettre en place avec un compte free. Sur du .com, pas sur la version on-premise, parce que sur la version on-premise, pour activer les features, il faut une licence, mais sur du .com, c'est censé fonctionner. Donc, moi j'ai un groupe qui représente mon entreprise, j'ai un sous-groupe j'ai des sous-groupes qui représentent les business units de mon entreprise, donc en l'occurrence là du pre-sales. Et dès que j'ai un appel d'offres, je crée un nouveau projet dans ce sous-groupe. Ensuite, par projet de réponse, j'ai des issues de base, en fait, qui sont créées automatiquement, je vous montrerai comment, qui sont les mêmes pour tout dossier que vous ouvrez. Vous avez des tâches répétitives, enfin pas répétitives, mais à chaque dossier que vous ouvrez, vous avez quelque chose à faire, qui va être, je ne sais pas, lister les exigences, vérifier avec le commercial qu'il a bien le budget du client, des petites choses comme ça, qui doivent être le démarrage du process. Et à chaque tâche, ou à chaque issue, je peux ajouter des labels qui vont me permettre de qualifier ces tâches, donc d'afficher des priorités, des progressions ou différentes choses. Ce qui va me permettre d'avoir des boards. Alors si j'ai un board de groupe, ouais, c'est un board de groupe, ça veut dire que je peux avoir une vision sur l'ensemble des tâches de tous les projets du groupe. Et puis je peux aussi avoir des boards de projet, donc là, qui me montrerait plus une vision d'avancement dans la rédaction de la proposition commerciale, par exemple. Et ces boards-là, vous les créez avec les étapes que vous voulez. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser aussi les milestones, c'est-à-dire que vous raccrochez des issues à une milestone, donc en gros c'est une étape dans un projet que vous êtes donné dans le calendrier, et ça vous permet d'avoir un suivi en fonction des issues que vous avez closées. Donc la petite barre verte là, c'est que j'ai closé deux issues. Ça permet d'avoir pas une vision temps réel, mais en tout cas d'avoir en gros une espèce de reste à faire, ou en tout cas une vision de ce qui a été fait. Donc vous savez à quel point vous êtes dans la mouise ou pas. Pardon. Pour arriver à faire ça, j'ai utilisé des features spécifiques de GitLab qui sont l'import-export. Vous pouvez créer des structures de projet avec des issues dedans, l'exporter et le réimporter, en fait. Donc moi, j'ai un modèle de projet que je vous montrerai, et puis je l'importe pour créer un nouveau dossier. J'ai utilisé les templates d'issue, c'est-à-dire que dans votre projet, dans votre repo, vous pouvez rajouter des fichiers Markdown qui vous servent de modèle. Donc quand vous créez une issue, vous avez le choix, vous dites, moi je veux une issue type exigence, type risque, des choses comme ça. Dans mes modèles de projet, je peux exporter les issues et les labels, mais pour l'instant, ça n'exporte pas les boards. Donc ça me gênait un petit peu, parce que c'est super important dans mes projets. Donc j'utilise l'API GitLab que je fais exécuter par GitLab CI pour créer mes boards automatiquement. Et dans mes runners, j'utilise un projet qui s'appelle JQ. Est-ce que vous connaissez JQ? Ça vous permet de parser en mode commande du JSON. Ça fait que du coup, quand je fais des curls sur l'API GitLab, avec JQ, je peux récupérer les informations et me balader dans le JSON. Excusez-moi, je joue avec le micro. Qui ne sait pas ce que c'est qu'un runner GitLab? Ok, alors très rapidement, c'est les petits exécutables qui sont écrits en Go, que vous installez où vous voulez, sur un serveur, bare metal, dans une VM, dans du Docker, sur le cloud. Pas sur votre instance GitLab, parce que les runners travaillent et c'est pas la peine de tuer l'instance. Et en fait, ils pollent l'instance GitLab, et quand ils voient qu'il y a quelque chose pour eux dans la file de messages, ils vont lire un fichier qui s'appelle gitlab-ci.yaml, qui explique tout ce qu'il faut faire. Et c'est le runner qui va, il va faire un clone du projet, et il va exécuter ce qu'il y a dans le fichier YAML. Donc il va faire le build, le déploiement, des choses comme ça. Donc c'est tout simple.
C'est très agnostique, hein, ça se décrit en YAML, mais après ce que doit faire le runner, c'est des commandes shell. Donc si vous savez le faire à la main dans un terminal, le runner saura le faire, pour faire un raccourci. Et vous pouvez installer autant de runners que vous voulez, et les partager pour tous les projets, ou pour un seul projet, ou pour des groupes. Tout dépend de la fonction dont vous l'enregistrez. Alors là, c'est là maintenant que je peux enfin m'asseoir. Hop. Et vérifier que mon instance est lancée. Ouais, non, ouais, c'est ça. Il faut que je mirror. Hop. Alors, comment ça s'affiche? C'est un peu petit pour ceux qui sont au fond. Ouais, alors on va essayer de... Je dis au fond, c'est qui a dit oui, qui est au premier rang? Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors par moment, je serais peut-être obligé de réduire, mais on va essayer comme ça. Donc, j'ai ma boîte Acme Corp, qui, on va dire, je fabrique des vaisseaux spatiaux pour différentes entreprises. Ouais, des fois, je n'ai pas d'idée pour les démos, donc c'est compliqué. J'ai la business unit qui s'appelle Pre-Sales. Alors, avant, je vais vous montrer. Je suis où? Je suis dans mon projet. Hop. J'ai mon dossier d'avant-vente template qui globalement a des templates d'issue. Alors à chaque fois, en fait, il faut mettre dans .gitlab/issue template et je me crée des modèles Markdown que j'utiliserai pour créer mes issues. Ça, c'est tout simple. Vous pouvez définir à l'avance des labels que vous allez affecter, on va dire automatiquement à la création de l'issue. J'ai pas grand-chose d'autre dans mon dossier. Par contre, j'ai des issues qui sont déjà existantes. Préparer la soutenance, rédiger la proposition technique, établir la proposition financière. Certaines, je leur ai mis des priorités. Alors, je dis priorité parce que j'ai inventé des labels que j'ai appelés P1, P2, P3, mais vous pouvez les appeler comme vous voulez. Et ensuite, si je vais dans les settings, j'ai moyen d'exporter cette structure de projet ici et après de récupérer l'export. Je ne vais pas le faire maintenant, j'ai un export tout prêt. Et c'est ça qui va me servir à pas m'emmerder à tout recréer à chaque fois. Donc je suis dans ma business unit Pre-Sales. Est-ce que j'ai quelque chose à vous expliquer là? Je vérifie juste. Non, c'est bon. Quand vous utilisez les runners CI, vous pouvez leur passer différentes informations et notamment des variables d'environnement. Et moi, j'ai mis tout ce dont j'avais besoin dans le groupe parent, mais vous pouvez le mettre dans un sous-groupe ou vous pouvez le mettre dans un projet. Donc moi, j'ai essentiellement besoin de notions d'URL, de token, pour pouvoir faire fonctionner mes scripts. Donc, depuis le temps que je le dis, on va créer un nouveau projet. Donc, je suis un commercial ou un avant-vendeur. Je récupère un dossier d'avant-vente, donc je vais aller le créer. Comment s'appelait le vaisseau spatial d'Albator? J'ai oublié. Arcadia, merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Monsieur Ludovic Pio. Non, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Alors, je vais faire hop. Je vais importer mon projet. Hop. C'est lequel? C'est celui-là. Donc c'est une archive avec toute la structure du projet, les éléments de base de données à importer. Vous pouvez faire aussi des templates de projets dans GitLab, il y a une feature, mais par contre ça ne récupère pas les issues, donc c'est pour ça que j'utilise cette feature-là, moi. La structure de l'export, elle est facilement manipulable à la main ou pas? Je pense, si tu détarres le truc, normalement tu as une espèce de structure arborescente, par contre j'ai jamais essayé de le faire, et ça m'a servi une fois, ça m'a sauvé parce que mon backup avait merdé, et j'ai pu récupérer mes projets comme ça, mais oui, je pense que c'est faisable. Avant de le faire en prod, fais un backup. Hein. Donc j'ai récupéré mon projet avec mes issues toutes prêtes. Donc alors mes issues, elles sont là. Hop. Par contre, j'ai pas de board. Non, ils sont là les boards. J'ai 0 board et franchement, j'ai pas envie de me les créer à la main. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un script GitLab CI.yaml.
C'est toujours... Ouais, c'est lisible. Donc en fait, j'ai un seul stage, c'est-à-dire qu'il y a une étape pour créer mes boards et j'ai plusieurs jobs pour créer mes boards. Donc là, je le fais directement sur la branche master parce que je n'ai pas besoin de faire de merge request. Et j'appelle des fonctions shell que je me suis préparées pour créer mes boards. Alors je vous montre la première. Alors il y en a une qui doit s'appeler create requirement board. En fait, je me suis fait une fonction shell qui va aller appeler l'API GitLab. Tout à l'heure, je vous ai montré les variables d'environnement. Par exemple, ici, j'ai mon token, mon URL GitLab. Je récupère l'ID du projet dans lequel je suis et je lui dis, tu vas me créer un board. Par contre, j'ai besoin de récupérer l'ID du board. Et en fait, quand vous faites un curl sur une API GitLab, il vous renvoie une payload en JSON. Et c'est là où GQ me sert à récupérer les informations facilement. Donc, en fait, je dis à GQ, tu me récupères l'ID en fait, du board. Quand j'ai l'ID du board, je vais aller récupérer tous les labels qui existent dans le groupe au-dessus. Parce que j'ai ma liste de labels. Il faut toujours créer les labels en fait, dans un groupe et pas dans les projets. Comme ça, vos projets bénéficient de tous les labels. Et quand vous dites « je passe un projet en priorité 1 », cette priorité 1, c'est la même qui est utilisée par les autres projets. Parce que si vous faites un label projet priorité 1 dans le groupe et un label priorité 1 dans un projet, quand vous en bougez un ou changez un, l'autre il ne va pas bouger en fait, parce que c'est deux labels différents dans la base de données. Donc je récupère la liste de mes labels, et ensuite je vais récupérer l'ID, enfin, je cherche par nom l'ID des labels, pour pouvoir ensuite créer des colonnes dans mes boards. En fait, quand je dis les boards, c'est des espèces de Kanban. Et donc là, en fait, je lui donne le board de l'ID et je lui dis, tu me crées une colonne avec le label qualification, en lui passant l'ID. Et je fais ça pour tous les boards. Alors j'ai fait des copier-coller, j'ai pas fait des trucs très propres, mais au moins ça fonctionne. Et si je veux le lancer, j'ai besoin de le lancer qu'une seule fois. Donc je vais ici, je lui dis run pipeline sur ma branche master. Donc là, on voit, il m'affiche mes 4 jobs que je vais lancer pour créer mes boards. Je les lance tous en même temps. Si tout va bien, ça va tout passer en vert. On va peut-être faire un refresh. On y est presque. On y est. Et donc, vous pouvez voir qu'on peut mettre des emojis dans les noms des jobs et les noms des stages. Maintenant, si je vais du coup dans mes boards, on voit que j'ai un board par priorité. Donc là, par exemple, je peux directement changer la priorité. Je vous ai parlé des scope labels tout à l'heure. En fait, un scope label, c'est quand vous mettez un nom de label, 2 points, et autre chose. Donc par exemple, moi, le autre chose, c'est mes numéros de priorité. En fait, je définis un mini workflow, et ça va... alors ça ne se voit pas dans un board, on va plutôt aller directement dans l'issue. Avant, si j'avais P1, P2, si je rajoutais P1, je me retrouvais avec une issue qui avait et P1 et P2. Un scope label, si je change et que je mets P1, il m'enlève P2 pour mettre P1 à la place. Donc ça permet de définir des mini workflows, c'est plutôt pratique. Donc j'en étais où? Oui, j'ai mes boards. Genre, je me suis fait des boards par priorité. Je me suis fait un board process. Donc en fait, c'est toutes les étapes dont j'ai besoin, moi, dans mon projet. J'ai un board requirement, enfin exigence, avec rien dedans, parce que je n'ai pas commencé à saisir, à extraire les exigences de mon produit. Je ne vais pas y arriver. Si, hop. Et j'ai un début de gestion des risques. C'est bien, dès le moment de l'avant-vente, de dire ah tiens, il y a ça, ça pue, on pourrait avoir des ennuis. On va parler de gestion des risques après, si je suis assez rapide.
Je vais juste maintenant, du coup, alors voilà, j'ai mon dossier d'avant-vente qui est créé, et si maintenant je veux commencer à saisir des exigences, je vais dire, tiens, je veux prendre le template exigence, je vais réduire un petit peu parce que moi c'est trop grand pour moi. Et donc là, vous voyez, en fait, je m'étais créé un template à l'avance. Donc mon exigence, ça va être, je sais pas moi, c'est ajouter le moteur subspatial. Je ne vais pas tout remplir. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez d'ores et déjà dans la création de l'issue mettre des labels. Donc moi là j'avais mis tous les labels, je vais garder que ceux qui m'intéressent. J'ai un label progression, je vais le garder. Je suis en analyse, c'est une exigence technique. Bon, alors après, sur les définitions d'exigence technique ou fonctionnelle, on pourrait en parler des heures, mais ce n'est pas le sujet. Hop, et je crée ma issue. Et vous voyez qu'en fait, il m'a créé ici les labels automatiquement. Que si, par exemple, technical, c'est un scope label. Si je dis que ce n'est pas technical, mais functional, ça me le change bien automatiquement. Et du coup, j'aurai mon exigence qui va apparaître dans les boards de requirement, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Mes milestones, elles sont créées. Donc je peux suivre, moi je me suis mis 5 étapes. Si je retourne dans le groupe Pre-Sales, là j'ai des boards de groupe qui me permettent d'avoir une vision globale. Et ce qui est super important, c'est que globalement, en général, le directeur commercial, la première chose qu'il demande le lundi matin en réunion commerciale, c'est quoi le pipe avant-vente pour savoir s'il va gagner de l'argent ou pas. Et à chaque fois que j'ouvre un dossier, en fait, il est en statut, voilà, il est là, Arcadia ici, il est en statut pending, c'est-à-dire qu'on n'a pas décidé si on faisait un go ou un no-go. Donc si je le passe directement ici, je suis en go. Si mon patron des ventes veut savoir quel est son pipe commercial, il suffit qu'il aille ouvrir ce board. Et puis après, vous pouvez encore changer des statuts parce que vous êtes en attente de la réponse du client. Et ensuite, vous avez perdu ou vous avez gagné. Donc c'est vraiment tout simple, mais ça vous permet de tracer tout ce que vous avez. J'ai un board de risque aussi, par exemple. Et l'avantage... Non, les risques, on va en parler après. Je vais arrêter sur la partie avant-vente et je vais vous parler des risques. Comme ça, je suis sûr de pouvoir avancer un petit peu. Si vous avez une question urgente et tout ça, vous n'hésitez pas à demander. Hein. Faites un petit peu de bruit parce que je vous vois. Hop. Là, en l'occurrence, tu as créé les bords de le projet Arcadia. Ouais. Est-ce que, en retour d'expérience, vraiment usage, est-ce que tu as nécessité à créer des bords pour chaque projet? Au final, tous tes projets se ressemblent quand même. On va très bien avoir juste les bords du sous-groupe. Oui, mais si tu veux gérer, chaque projet est géré par des équipes différentes, potentiellement. Et donc, a des avancements différents. Donc, le board d'un projet n'avance pas comme un autre projet. Donc, tu es obligé d'avoir un board par projet. Après, tu as un board global pour, on va dire, les managers, pour voir comment ça se passe. Mais effectivement, le petit truc qui est pénible, c'est d'être obligé de recréer ton board. C'est pas long, hein, mais ouais, parce que tu les hérites pas de ton sous-groupe, en fait, non. Tes boards. Voilà. Tu hérites les labels, mais pas les boards. Bon, ça viendra peut-être, mais bon, en attendant, j'ai fait comme ça. J'en étais où? Arrangement. Et oui. Sinon, quand tu dis que ton supérieur hiérarchique peut ouvrir ton board pour regarder ce qu'il a dans le pipe, il le fait en vrai ou il faut quand même faire du reporting? Alors chez GitLab, les supérieurs hiérarchiques, les managers, jouent beaucoup avec les boards et oui, ils regardent, oui, de toute façon. Parce qu'en plus, à chaque fois que quelque chose est bougé, on est notifié. Il y a d'autres entreprises qui, non, ne regardent pas. Mais j'ai fait plusieurs boîtes où ils regardaient quand même. Board to Excel. Board to reporting, ouais. Non, non, faut pas pousser. Gestion des risques, c'est aussi un truc qui me tient à cœur. Qui a fait du CMMI? Ah ouais, quand même. Alors si je regarde, ouais, c'est pas les plus jeunes, hein, quand même. C'était bas, mais attends, moi je peux le dire. Voilà. Et une des pratiques CMMI qui m'intéressait le plus, en fait, était la gestion des risques. Alors peut-être pour de fausses raisons, mais
Gestion des risques, c'est bien, ça permet d'anticiper. Donc il faut le faire avant même que le projet démarre. En fait, dès que vous faites de l'avant-vente, il faut quand même prévoir les risques à l'avance. Ça permet aussi de déterminer les impacts du risque, ses causes aussi, enfin ses origines. Et si vous ne pouvez pas tuer le risque avant qu'il arrive, c'est-à-dire jouer sur sa cause, au moins jouer sur les impacts pour faire diminuer la courbe de risque. C'est un autre avantage que quand vous créez une fiche de risque, normalement, vous avez alerté et vos managers sont censés être au courant et ne pourront pas vous dire « mais pourquoi tu ne nous as pas prévenus ?» Ce n'est pas toujours une bonne raison, mais ça permet de vous protéger quelque part. Pour décrire un risque, il faut le qualifier, c'est-à-dire à minima lui donner un libellé, sa nature, enfin, son type de risque, le facteur de risque, ce qui va le déclencher, et les conséquences du risque. Une fois que le risque est avéré, les emmerdes commencent, donc à quel point ça peut être grave. Ensuite, vous allez constamment, dans le cycle de votre réponse à avant-vente ou de votre projet, évaluer le risque et définir sa probabilité d'apparition, sa gravité, et on va dire que je vais appeler multiplication, mais on va dire le merge de probabilité et gravité, ça vous donne une criticité du risque, ou un poids de risque pour savoir à quel point vous allez être dans les ennuis ou pas. Et du coup, vous allez faire une liste d'actions qui vont vous permettre de jouer sur les facteurs, enfin les probas, ou les conséquences du risque pour diminuer la criticité. Pour faire ça avec du GitLab, j'ai utilisé pareil les labels, les boards, les milestones, les issues et les projets. Donc cette fois-ci, j'ai tout mis dans un projet. Qui me permet d'avoir une vue globale des risques. Alors ici, en fait, c'est super. En fait, quand vous cliquez sur un label, ça permet d'avoir une liste filtrée automatiquement. Et donc, j'ai cliqué sur le label risque et j'ai que mes issues labellisées risque. Et je peux faire pareil sur les actions. Alors, une issue va correspondre à un risque ou à une action. Et après, si je les raccroche à des milestones, je peux voir l'avancement ou la progression de mes risques. Ça veut dire que là, je vois que j'ai sur 8 issues, j'en ai 2 qui sont fermés. Ça veut dire que ou le risque a été réglé, ou il est avéré. Mais en tout cas, une fois que c'est clos, ça veut dire que normalement, ce n'est plus un problème. Et vous avez même la possibilité, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Burn on Chart, d'avoir un espèce de graphique de vos issues fermées. Donc qui peut donner un petit côté. Les managers aiment bien les graphes, donc ça peut être sympa. Vous faites un screenshot, vous le mettez dans un slide. Et après, j'ai un board de criticité. Donc ça me permet de voir très vite que finalement, par exemple, là sur mes projets, dans ma boîte, j'ai surtout des risques minimes, mais j'en ai quand même 2 en criticité 1 qu'il faudrait suivre de près. Du coup, j'ai un template d'issue qui me permet de créer une fiche de risque, de lister les actions, et puis je donne les règles, vous voyez en haut à gauche, je donne les règles pour calculer les criticités. Donc si la probabilité plus la gravité est supérieure ou égale à 5, j'ai une criticité 3. Si c'est inférieur ou égal à 2, j'ai une criticité 1. Alors plus c'est petit, plus c'est grave en fait. Mon cerveau des fois résonne à l'envers. Par contre, j'ai utilisé des scopes labels, donc si je change la gravité ou la probabilité, c'est bon, les labels vont changer automatiquement, mais ma criticité ne va pas bouger automatiquement. Il n'y a pas de feature qui permette de faire ça dans GitLab. C'est-à-dire qu'il faut que je change la criticité à chaque fois à la main, et globalement, je vais oublier. Ou si d'autres personnes créent une fiche de risque, elles vont oublier aussi. Du coup, cette fois-ci, je me suis servi de Hook. Je me suis fait une petite app, une web app avec du Express.js, mais ça pourrait être totalement autre chose. Et j'ai utilisé l'API GitLab pour aller dire à GitLab, change-moi, quand je change la proba ou la gravité, change-moi la criticité automatiquement. Alors, deuxième démo, j'ai mis un petit in construction parce que c'est un POC, j'ai des problèmes de rafraîchissement, mais ça fonctionne. On va changer. Hop, tac. Tac, tac, tac. On y voit, super. Donc cette fois-ci, je vais en gestion des risques. Alors cette fois-ci, je suis dans un projet. J'ai juste un template de risque et d'action. Je dois avoir, si je ne dis pas de bêtises, un hook. Il est où? Ouais, il est ici. Je vais agrandir.
il est ici, donc qui pointe vers mon application. Je publierai le code de l'application, mais c'est juste une application qui réagit quand il y a un événement et qui récupère les informations. Si je vais créer un risque, hop, je crée un risque. Je suis sur mon projet Arcadia, par exemple, et Albator n'est pas là. J'ai mon template de risque. J'explique, c'est bien d'expliquer dans des templates, des modèles, comment ça fonctionne. Du coup, je vais rajouter, je dirais, une action. Appeler Albator. Bon, alors après, le Markdown, des fois, pour faire des tableaux, c'est pas toujours une bonne idée. Hop. J'ai dit que mon risque, on va dire qu'il a une probabilité d'apparition forte. Hop. Je vais le mettre ici. Qu'il a une sévérité forte. Hop. Ici, vous pouvez assigner directement dans des templates les personnes automatiquement. Donc, mettez votre boss à chaque fois, comme ça, vous savez qu'il sera notifié. Et je soumets mon issue. Donc normalement, je dois avoir quelque chose qui traîne quelque part, qui a dû se déclencher. Ouais. Donc tout ça, c'est ce qui s'est passé pendant que j'étais en train de créer l'issue. Au moment où je fais submit, l'API va récupérer les informations. Ce qui veut dire que si je fais un refresh de mon issue ici, en fait, il m'a bien créé la criticité que je n'avais pas créée tout à l'heure. Si je change et que je mets ici, je pense que je me suis gouré dans les noms des labels tout à l'heure. Non, je ne change pas la criticité puisqu'elle était... je change la proba. Voilà. Et je change la sévérité. Hop. Donc normalement, si je change ça... Alors mon bug, c'est que... Enfin mon bug. C'est que c'était pas prévu pour, donc j'ai pas de refresh automatique. Donc si je fais un refresh ici, ça m'aura bien changé automatiquement la criticité et du côté de mon... Ouais, enfin, il s'est passé plein de choses. Mais du coup, vous pouvez quand même automatiser certaines choses avec les labels, c'est assez pratique. Et si vous allez dans les boards, c'est pareil. Alors, on va réduire cette fois-ci. Là, j'ai mon board de criticité. Si je vais en proba et que Albator, je le passe ici, je change la probabilité, je vais en sévérité. Déjà, vous voyez que ma criticité, elle est passée à 2, ça a changé quelque chose. Donc si en plus je le repasse dans le vert et que je retourne dans la criticité, normalement, voilà, la criticité sera mise à jour. Donc vous pouvez quand même énormément faire de choses avec les API et les hooks, c'est très pratique. Alors je crois qu'il me reste moins de 10 minutes. Alors du coup, je vais prendre des raccourcis, agrandir ça. Qu'est-ce que je voulais faire? La génération de documents, à la limite, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Dans une gestion d'entreprise, vous embauchez des nouveaux, et le truc problématique, c'est souvent que les nouveaux, il faut s'occuper d'eux, et vous n'avez pas toujours le temps. Si vous avez documenté vos process, vos façons de produire quelque chose, les gens à rencontrer, vous pouvez créer une issue qui va préparer le job du nouveau collaborateur. Alors là, il n'y a rien de magique, hein, c'est juste, je vous montre un exemple pour détourner GitLab et l'utiliser en onboarding. J'ai fait une copie d'issue chez GitLab. Ils le font chez GitHub aussi, ils le font dans d'autres boîtes. Quand quelqu'un arrive, on lui crée une issue avec plein de choses à faire, avec plein de gens à signer. Bon, moi, j'en ai que 3. Je fais une fixette sur les Tiny Toons, ne soyez pas surpris. Et en fait, au fur et à mesure que vous avancez, vous checkez déjà ce que vous avez fait. C'est tout bête, mais ça vous montre l'avancement. En général, c'est public, hein, ça fait que tous vos petits camarades qui sont là, qui font leur onboarding en même temps que vous, ils peuvent voir s'ils sont à la bourre par rapport à leurs petits copains. Il y a une espèce de course des fois qui se fait. Mais cette issue-là, moi j'en ai une que j'avais faite il y a 1 an et demi, elle me sert encore parce que j'ai tous les liens qui me servent à où est le truc pour le processus RH, qui je dois contacter à la prod quand il y a un problème sécu ou des choses comme ça.
Et vous cochez. Alors vous n'êtes pas obligé de les faire dans l'ordre, et ça vous donne des liens. Des fois, il y a des choses qui sont... alors là, je ne sais pas si on le voit, mais vous pouvez notifier directement dans l'issue un manager, un buddy, entre guillemets, qui va vous aider à avancer. Et du coup, ça vous aide réellement dans votre processus d'onboarding. Ça aide les RH aussi, pour voir que moi, par exemple, je suis à 3 tâches complétées sur 193 et que je suis arrivé il y a quand même 3 semaines, donc je suis vraiment à la bourre. Bon, il n'y a pas 193 tâches, normalement il y en a moins. Là, j'ai pris un template, j'ai fait un copier-coller. Mais ça, c'est super pratique parce que ça aide à la fois les gens des RH et vous-même. 5 minutes. Donc, je passe à l'autre chose qui m'intéresse, toujours sur le côté RH. Il y a un moyen de... Et peut-être toujours sur le onboarding, il y a un moyen de détourner les issues GitLab pour faire du e-learning, préparer des cours. Alors là, j'en ai plusieurs. Le gars qui m'a donné l'idée, c'est un gars chez GitLab c'est un product manager maintenant. Avant, il était professional services et sa spécialisation, c'était la haute dispo. Et la haute dispo, c'est un sujet qui est un petit peu complexe et globalement, la majeure partie des gens, à part les spécialistes en réseau, archi, système, on n'est tous pas bons sur le sujet. Donc, il nous a fait un cours qu'on peut utiliser quand on veut. Le cours, alors j'espère que j'ai pris la bonne version. Donc globalement, en fait, il suffit de suivre les liens. Vous arrivez dans une issue, ça vous explique ce que ça va faire, ça vous explique à quel module ça appartient. Quand vous avez fini, vous pouvez la clore ou aller à la section suivante où vous avez le plus d'explications. Alors il faudrait que je trouve quelque chose qui soit un peu plus sympa. Ça vous explique voilà, le plan du cours. Et le petit truc qui est intéressant, c'est que alors vous avez plein de liens, vous affectez vos issues à des milestones. Ça veut dire que vous allez pouvoir, à chaque fois que vous finissez une issue, vous closez, ça vous permet de voir votre progression dans le cours. Et est-ce que j'ai créé le board? Oui, voilà. Vous pouvez créer un board avec tous les modules que vous allez devoir passer. Du coup, il suffit d'aller... vous pouvez prendre des raccourcis s'il y a des choses que vous avez déjà faites, vous allez directement là-dessus. Donc moi, j'en ai fait un qui est pour faire des cours de GitLab CI. Donc avec, pareil, toutes les explications pour apprendre à se servir de GitLab CI. Je dois avoir des boards aussi. Mais c'est similaire, c'est réutilisable. En fait, vous pouvez exporter le projet, comme ce que j'ai fait moi tout à l'heure pour faire les dossiers d'avant-vente. Vous l'exportez, vous filez le lien à vos collabs, ils le réimportent. Et ils ont tout ce qu'il faut dedans. C'est juste du temps à préparer en fait, hein, mais après c'est du temps gagné pour énormément de gens. Est-ce que... Du coup, combien de... 2-3 minutes. Allez, dernière petite démo. Je vous disais qu'on peut facilement faire plein de choses avec GitLab CI et les API. Moi, il y a un truc que j'adorais faire quand j'étais chef de projet ou quand je faisais de l'avant-vente, c'était de faire des chiffrages. Alors, je sais que tout le monde dit les chiffrages, c'est pas bien, ça n'existe pas, machin, mais dans certaines boîtes, notamment SS2I, vous n'avez pas le choix, il faut faire des chiffrages. Et moi, c'est un truc qui me faisait kiffer. J'étais le seul, hein, donc du coup, il y avait que moi qui chiffrais, et je ne sais pas si c'est d'ailleurs la meilleure pratique qui soit. Mais du coup, en fait, par exemple, je me fais mes chiffrages dans un fichier YAML, ou mes factures, on va dire. Et je décris tout ce que j'ai à faire. Et puis, j'ai un petit fichier en JS qui va, à partir des données du YAML, me générer mes documents de facture. Donc, par exemple, je vais modifier celui-là. L'analyse, 5 jours, c'est pas assez, on va en mettre 10. On a mis des consultants de folie, on va les faire à 800 € jour. Et puis, je fais une merge request sur mon dossier. Donc là, normalement, ça va aller déclencher mon runner. L'avantage de faire ça, alors là, pour moi, ça serait dans un pays où tout est sympa et même les commerciaux font du développement. Mais l'avantage de faire ça, en fait, c'est surtout pour montrer que vous pouvez bosser à plusieurs sur un document. C'est que comme c'est dans une merge request, vous pouvez contribuer sur un document. Et là, vous voyez automatiquement, il m'a généré le résumé en fait de ma propale. Donc si je la change,
je ne sais plus laquelle j'étais. Oui, c'était celle-là. Si je la change et que je rajoute quelque chose ici, que je commit toujours sur la merge request, ça va me mettre à jour ma merge request, qui est où? Qui est ici. Et j'aurais dû relever, mais il m'a mis à jour la version, et après les gens peuvent commenter. En fait, j'ai une API qui me met à jour toujours la première note, et si tout le monde est d'accord et que je merge, normalement, ça me génère mon doc fin. Donc juste, je génère le doc et je le montre, et puis j'arrête. Hein. Est-ce que vous avez des questions ?